Monde numérique. On doit en permanence adapter, tailler, c'est un peu comme un jardin si j'ose dire. Donc tailler, adapter, on garde les vieux oliviers, voilà, mais ils sont toujours là, ils ont toujours un rôle, mais il va falloir aussi rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc cette adaptation, elle est permanente et elle est pour la partie technique, mais elle est aussi pour la partie humaine. Comment les entreprises traditionnelles, notamment de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, s'adaptent-elles au monde d'aujourd'hui grâce au numérique? Bonjour Frédéric Charles. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur portail collectivité Smart City chez Suez Digital Solutions et vous êtes surtout intervenant à l'ESSEC Business School où vous accompagnez des professionnels sur le thème de la transformation numérique. Bienvenue dans cet épisode spécial en partenariat avec Ready for It qui aura lieu à Monaco du 20 au 22 mai. Frédéric Charles, cette mutation que j'évoque, c'est ce qu'on appelle la transformation numérique, la transformation digitale des entreprises. Pourquoi est-ce une nécessité aujourd'hui ? C'est clairement une nécessité parce que le monde économique n'est pas figé. Donc, on peut être un distributeur dans le monde professionnel du bricolage comme Le Gallé basé en Normandie et on a des mano qui arrivent en quelques années à développer des plateformes Internet de vente en direct alors qu'eux, ils étaient plutôt dans un autre mode de vente avec des commerciaux. On pourra y revenir. Oui, il y a plein de secteurs comme ça, les mobiliers de bureau, voilà. etc. Et puis, il y a une deuxième réalité aussi ça c'est la réalité économique, mais il y a une deuxième réalité qui est la réalité du système d'information. Un système d'information, ça a une durée de vie, 7 ans, 10 ans, pour l'application qui marche le mieux. Et donc, avec le temps, il faut le faire évoluer. Et en fait, on accumule surtout souvent une dette technique parce que les technologies, les couches évoluent, il y a de nouveaux besoins de sécurité, cybersécurité et autres. Voilà. Donc en fait, il y a forcément une évolution de faire un grand saut, d'aller en avant et de continuer à avancer. Et c'est aussi autant vrai pour une ETI que pour une grande entreprise, et peut-être que l'ETI, justement, elle a besoin d'être plus maligne, plus agile, de mieux optimiser, parce qu'elle a peut-être moins de moyens à dépenser pour cette transformation. Alors, on va voir ensemble comment elle peut faire, justement. Mais d'abord, donc s'adapter, c'est pas juste pour le plaisir d'être à la mode, c'est parce qu'il y a une demande client. La demande change et évidemment, il y a une nécessité de pouvoir répondre à cette demande. Oui, clairement. Donc ça, c'est le démarrage va partir du client. Mais par contre, c'est pas si simple que ça de s'adapter. Je voudrais peut-être revenir là-dessus et donner on va dire presque un contre-exemple. Aujourd'hui, on parle de Jiffy qui a dû refaire une recapitalisation. Son fondateur était un peu challengé. C'est un distributeur de produits de décoration à petit prix qui a des idées de génie. Si on remet le concept. Il y en a d'autres qui ont eu aussi des petits prix et qui sont rentrés justement avec sur son marché pour le concurrencer. Et il y a une adaptation. Et dans le cadre de sa transformation, de son adaptation, en fait, le RP a été changé. Et en fait, donc le RP, c'est le logiciel qui permet de suivre les ventes, etc. Absolument. Et donc c'est le cœur qui était assez ancien et a été changé en 2023. Et en fait, il y a eu des difficultés sur ce projet de changement de RP, de migration, qui devait amener justement des stocks plus faciles à être gérés entre les différents magasins et de l'optimisation. Et en fait, ça n'a pas amené ce qui était escompté. Donc c'est pas si simple que ça. Il y a une revue dans la grande de consommation LSA qui avait même estimé une perte de chiffre d'affaires à 10%, sans compter les dérapages des projets. Donc on voit que en fait on a vraiment cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on va répondre à une sollicitation, à une évolution du modèle, bien sûr, qui est tirée par le client. Par contre, la partie technique, on reviendra sur la partie après fonctionnelle humaine, mais la partie technique n'est pas si simple que ça à faire évoluer. Mmh. Justement, il y a aussi cette notion de plus en plus de répondre de manière très fine. Je reviens sur le client, de manière très fine à la demande du client, une espèce d'hyper-personnalisation, en fait. Tout à fait. Donc, en fait, un des moyens de se différencier, justement par rapport à des plateformes Internet qui vont jouer qui vont être très très fortes sur la relation client. En revanche, la construction du produit, c'est plus délicat, c'est plus facile de vendre des choses qu'on a en stock que de vendre quelque chose de très très personnalisé. Et ça, c'est une des forces. Et donc, si je reviens sur l'exemple
Un exemple, vous avez certainement rencontré sur l'autoroute, sur la route autour de vous, un petit camion blanc, avec un logo vert petit forestier. Ça ne transporte pas du bois, mais non, ce sont des produits, des produits congelés. Donc c'est le leader des camions frigorifiques en location à la vente. Et en fait, chaque camion est personnalisé parce que vous n'avez pas les mêmes besoins en fonction de si vous êtes un boucher ou un pharmacien de transport. Et donc cette personnalisation, elle veut dire que finalement, dans le système d'information, les besoins clients, quand on est en configuration, quand les commerciaux sont en configuration du produit, du futur camion avec le client, en fait, ils doivent connaître comment déjà va fonctionner la chaîne de fabrication. Et réciproquement, la chaîne de fabrication, elle doit aussi savoir ce que les clients vont vouloir pour pouvoir se préparer. Donc, en fait, c'est là qu'on voit que l'agilité, c'est pas uniquement pour développer du code, c'est l'agilité finalement dans la capacité à délivrer de nouveaux produits hyper personnalisés à des clients et à profiter justement de ces nouveaux canaux et de tout ce qu'il peut y avoir. Et c'est un différenciateur. Alors, comment fait-on ? Comment peuvent-elles faire ces entreprises ? Vous l'avez dit, souvent le handicap, c'est le système informatique, tous les outils internes qui sont peut-être pas toujours vieillissants, mais enfin en tout cas qui ont souvent une histoire, qui sont là depuis longtemps, etc. Contrairement à une start-up qui arrive sur le marché, la donne n'est pas la même. Comment on fait ? On jette tout et on repart à zéro, ou bien on arrive à améliorer les choses petit à petit ? Donc clairement, un des sujets techniques est lié à peut-être à des moyens plus limités. On a des directions de système d'information qui n'ont pas les mêmes tailles que dans des grandes entreprises, mais qui ont les mêmes problématiques. Ça va être la dette technique. Donc il va falloir la gérer progressivement et pas attendre des grands remplacements parce qu'ils sont plus risqués. Donc ça, c'est un premier élément dans la gestion de la dette technique progressivement. Ensuite, on a le côté humain, le facteur humain. Donc la dette technique, c'est le retard en fait technologique, c'est ça ? Le retard technologique parce que on a développé tel logiciel à telle époque qui marchait très très bien sur telle base de données qui aujourd'hui n'est plus maintenue, ou alors on l'a développé avec tel composant, mais maintenant ce composant-là il devrait être ouvert parce qu'en fait on devrait pouvoir le connecter à un site internet et aujourd'hui il est fermé, on peut pas le connecter au site internet, donc on est en train de rater des ventes par internet si par exemple il y a des éléments qui sont essentiels pour la vente. Voilà. Donc en fait on doit en permanence adapter, tailler, c'est un peu comme un jardin si j'ose dire. Tailler, adapter, on garde les vieux oliviers, voilà, mais ils sont toujours là, ils ont toujours un rôle, mais il va falloir aussi rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc cette adaptation, elle est permanente et elle est pour la partie technique, mais elle est aussi pour la partie humaine. Ouais. On va parler des deux, mais la partie technique elle-même, c'est quoi ? Vous avez dit ERP, il y a d'autres sigles dans le jargon des entreprises qu'il faut utiliser. Il y a le CRM, c'est le logiciel de relation avec les clients, c'est ça ? Supply chain aussi. La supply chain, voilà, la chaîne d'approvisionnement. Tout ça, évidemment, est hyper connecté. Il faut faire évoluer tout ça. Absolument. Et la priorité dans ces systèmes-là, parce qu'on pourrait justement, quand on est dans la logique de se dire, tiens, je vais faire un grand remplacement. Alors, c'est très compliqué de remplacer. Quand on a construit un système d'information, on a dit durée de vie moyenne 5, 7 ans, 10 ans. Quand on a mis 10 ans à construire ce qu'on a, ça a 10 ans. Ça se change pas en un jour, même pas en un an. Parce que globalement, ça marche en plus. Mais oui, là, donc il faut trouver ce qui marche pas. Voilà, il faut faire cette séparation-là. Et alors justement, dans les différents systèmes, les deux sur lesquels il y a vraiment un focus à mettre en priorité, c'est la partie justement CRM et supply chain, parce que c'est ceux qui sont le plus impactés par le digital. Le CRM parce qu'on a la révolution client qui est devant, on a l'ouverture des canaux, et on a donc de nouveaux modes de vente et faire fonctionner les modes de vente traditionnels comme les commerciaux sur le terrain avec des ventes par internet, avec des ventes par téléphone par exemple. Donc ça évolue beaucoup. Et d'ailleurs les premiers ERP avaient fait que les modules de CRM étaient un peu à côté, ils n'étaient pas totalement intégrés à l'intérieur parce qu'en fait on voyait bien que ça allait bouger. Et puis là, par contre, ce qui a beaucoup évolué et qui a été amplifié d'ailleurs par la crise du Covid, c'est la partie supply chain. Parce que savoir où est sa logistique, ses stocks, quand on fait de la production, qu'on a des flux tendus, mais que ces flux se distendent ou se détendent en fonction de si une usine elle est fermée, pas fermée, si on a le droit de transporter ou pas transporter. Voilà. Donc, si on augmente les droits de douane. On a augmenté les droits de douane. Voilà. On voit bien que la supply chain redevient stratégique. Et donc, la maîtrise des données de ce supply chain, pour l'anecdote, j'ai entendu que Apple était en train de vaser
des iPhones de Chine par charter, grands camions, grands avions en ce moment. Tout à fait, visiblement pour anticiper la hausse. Voilà, donc il est en train d'anticiper son stock en fait. Il est en train de fabriquer du stock et donc il faut avoir la visibilité parce que très très vite. Donc la supply chain c'est son objectif, et les deux vont fonctionner. Donc ces deux, ils sont vraiment dans la partie digitale parce que de toute façon, ce que va demander le digital, ça va être cette hyper personnalisation à la fois du produit, de la relation, et ça c'est l'essentiel. Le RP, on a une comptabilité qui est un peu ancienne, qui tourne à la limite sur un mainframe, pourquoi pas. C'est moins grave dans la mesure où elle fait son rôle de gérer les transactions, que les commissaires aux comptes, ils trouvent leurs comptes et arrivent à auditer les comptes. Bon, voilà, on va pas besoin de le client ne voit pas. C'est pas ça qui fait qu'il y a un site web plus ou moins performant. En fait. Voilà, donc on arrive à ce qu'on appelle dans le jargon l'urbanisation comme une ville. Hein, on va organiser des quartiers. On a des quartiers qui vont se développer très très vite parce que et donc ça c'est supply chain et CRM parce qu'ils sont ouverts, ils sont intégrés, ils sont très très sensibles à toutes les évolutions. Maintenant, il y a les objets connectés qui arrivent dans la supply chain. Donc, on a tout le monde de l'Internet des objets qui vient se raccorder. On a le monde de l'Internet. Donc, l'Internet d'un côté, l'Internet des objets de l'autre et les deux sont connectés. Donc, on voit que quand on est au milieu de tout ça, on a plutôt intérêt à être assez souple, à avoir un système d'information qui est évolutif. Et puis le reste, c'est pas que c'est secondaire, mais disons que c'est peut-être moins la priorité à un moment donné. En tant que consommateur, on le voit, on est habitué à des sites marchands qui sont extraordinaires. Évidemment, on pense à Amazon, on pense à des choses comme ça, des plateformes où il y a la recommandation algorithmique, il y a du suivi, il y a une hyper personnalisation au niveau de la proposition. Hein. Et puis quelquefois, on a besoin de s'approvisionner avec des produits, des matériaux de construction ou autres. On se retrouve sur des sites qui n'ont rien à voir. On a l'impression que c'est une autre époque. C'est aussi ce différentiel-là qu'il faut régler. Absolument. La concurrence dont on parlait au départ pour dire pourquoi se transformer, pourquoi rentrer dans la transformation digitale, c'est aussi parce que les autres avancent. Et c'est aussi parce que le client, on l'éduque. Les autres éduquent le client. Hein, à un certain niveau, et c'est vrai que des choses aussi basiques que je viens de passer une commande sur peut-être une entreprise implantée depuis 150 ans, mais j'ai pas d'email pour me récapituler ma commande et me dire que ok, c'est bien passé, vous inquiétez pas, on va travailler. Voilà. On commence à avoir plus confiance, alors qu'en fait la société elle est là depuis 150 ans. C'est paradoxal. Ça, vous commandez un truc à 10 € sur un site chinois, vous avez un mail par jour. On a un mail par jour, on sait qu'on a, et ça se trouve c'est celui-là qui va pas arriver. Donc pas faux. Voilà. Non mais il y a une inversion il y a effectivement une inversion des valeurs sur de ce point de vue-là. On est tiré par on est tiré par un certain niveau de confort, je vais dire, en tant que client. Alors après, on peut le remettre en cause en tant que client et se dire bon, ok, là je sais que j'achète mes épices sur un endroit où je suis sûr que mes épices sont bio et ils viennent d'ici, alors que là je sais pas d'où ils viennent. Oui, il y a quelque part la qualité du produit. Je vais accepter. On ne trouve pas ailleurs, exactement, etc. Exactement. Mais bon, il y a pas que ça. Il y a aussi un univers parfois très concurrentiel. Les outils pour améliorer tout ça, ils existent. C'est quoi? C'est du sur-mesure, c'est sur étagère, c'est une entreprise qui a besoin de faire évoluer son CRM ou son ERP. Comment ça se passe? Alors le paradoxe, c'est que en fait les outils ils peuvent exister sur étagère. Il y a beaucoup de vendeurs très très habiles qui vont vous expliquer qu'une fois que vous l'avez acheté, c'est bon, ça va fonctionner. C'est souvent des produits français, ça, pour le coup, non? Alors non, c'est quoi? Non, malheureusement. Alors il y a des produits français, des produits open source, il y a des produits français qu'on va trouver parce qu'on est sur des applications plus petites, plus réduites, donc on n'a pas besoin d'avoir effectivement des choses qui sont mastodontes. Il y a quand même des solutions qui sont pas du tout connues. Dans les solutions métiers, c'est très très vrai. Il y a par exemple, il y a deux, trois spécialistes dans le domaine que je connais de logiciels aux collectivités locales qui utilisent aucun des acronymes anglais qu'on connaît. C'est pas plus mal par les temps qui courent. Absolument. Et d'ailleurs, il y en a un qui a démarré. Il vendait au départ. En fait, c'est lui qui faisait imprimer les codes civils et les codes des commerces, les codes des marchés. Donc, il avait la relation. Et après, il a commencé à mettre les logiciels sont devenus des CD-ROM. Et après, il a commencé à mettre du logiciel. Et aujourd'hui, c'est une société de logiciels. Et au début, il distribuait juste des ouvrages. C'est une solution développée pour des besoins internes. Ils connaissent leurs clients. Le besoin évolue et ils ont évolué avec leurs clients. Donc c'est vrai qu'on va rencontrer des marques plus à une époque, on cherche la souveraineté un peu partout. On va rencontrer des marques plus françaises. Mais le point clé, c'est pas la solution technologique en fait. Le point clé, c'est la capacité à transformer les organisations, et donc c'est les aspects de conduite des changements. Et là, la conduite des changements, c'est un peu le paradoxe parce que en fait, dans les projets numériques, projets informatiques, on pense à la formation
vaguement quand il y en a, et puis c'est tout. C'est un paradoxe parce qu'en fait, il y a un retour sur investissement associé aux investissements de conduite des changements. Je vais l'expliquer. En fait, ce qu'on n'accepte pas ou qu'on ne veut pas regarder, c'est que quand on met en place un nouvel outil, une nouvelle solution, il va forcément y avoir un impact sur la performance. Et cet impact, il va donc dégrader la performance. Ce sera pas un impact positif. Un impact négatif. Un impact négatif au début sur la performance. Le temps qu'on retombe sur un niveau d'équilibre et que tout le monde les intégrer. Et cet impact, c'est comme Donald Trump, quoi. D'abord, ça va être dur, mais vous allez voir, après, ça va être génial. C'est un peu pareil. Voilà, ça tombe, la bourse tombe d'un coup. Voilà. Et après, ça va remonter. Bon. Et donc, effectivement, et quand ça tombe, en fait, c'est de la perte de performance. Finalement, si j'avais pu empêcher de le faire tomber, et donc, si j'ai pu investir dans de la communication, dans l'évolution des métiers, dans des notes d'organisation pour bien expliquer, communication interne, préparer, faciliter le terreau le terreau de communication pour le lancement du projet, en fait, j'aurais pu peut-être atténuer, voire carrément supprimer cet effet, cet impact. Les gens, ils arrivent, ils changent, et en fait, c'est juste normal, ils l'attendaient finalement. Ils vont se l'approprier beaucoup plus vite. Et donc, tout ça, c'est de la performance qu'on n'a pas perdue, et qui vient compenser les coûts associés à la formation qu'on a pu mettre derrière. Et donc, en fait, il y a un retour sur investissement quand c'est fait dans les projets, qui est de l'ordre de 15%. Ça veut dire qu'en fait, on n'investit pas à perte à faire de la communication, à faire du développement des compétences et à former les gens dans les entreprises. L'étude qui a été réalisée justement en prévision du Ready for It 2025 de Monaco au mois de mai s'intitule Le Grand Saut. C'est ça, il faut se jeter à l'eau, il faut y aller, et donc le grand saut, c'est à la fois plein de perspectives, mais c'est aussi un peu angoissant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des refus d'obstacles quelquefois ? Il faut aussi préparer, il faut l'accepter. Alors, ce qui est assez intéressant dans la logique dans la notion de grand saut, finalement, c'est que quand on regarde dans la conduite des changements dont on a parlé, en fait, la première étape où on avance dans cette démarche de conduite des changements, certains auteurs vont parler de 7 étapes différentes. La première, c'est le refus, en fait. Parce que refuser, c'est déjà accepter l'idée que ça va passer, donc je dépense de l'énergie pour le refuser. Alors qu'au contraire, si je ne fais rien, ça veut dire que j'ignore et donc en fait, je ne rentre pas dans cette démarche. Voilà, donc le côté du grand saut, c'est un peu ça. Quand vous êtes devant un obstacle, vous avez donc un grand trou à passer devant vous, donc un saut de loup à passer, vous êtes à cheval. Voilà, il va falloir vous mobiliser pour dire ok, là il va falloir le faire et il va falloir se donner l'impulsion de le faire. Et si on se la donne pas mentalement, en fait, on va partir trop court et on va tomber dans le trou. C'est cette idée qui est intéressante que je trouve dedans. Et dans la conduite des changements, c'est un peu ça. C'est se donner cette impulsion pour dire oui, on y va, on a la vision, on y va, et oui, demain on aura un modèle qui sera à la fois avec des ventes à téléphone, des ventes en ligne et des commerciaux sur le terrain. Et ça, on va le faire fonctionner. Et ça sera mieux que Amazon et tous les autres parce que eux, ils auront pas cette complémentarité. Et c'est cette impulsion au départ qu'il faut arriver à donner. Donc, plus que le saut, c'est l'impulsion initiale qui est essentielle pour s'engager dans cette transformation. Alors, vous formez des managers, je l'ai dit, donc vous les aidez à franchir et à faire ce grand saut. Quelles sont les qualités, les compétences qu'ils doivent développer et qu'ils doivent avoir ? Donc, la premier données ou chiffre qu'on pourrait voir sur la transformation digitale, c'est qu'en fait 70% des transformations échouent ou ne réussissent que partiellement. Voilà. C'est pas très vendeur. Non, c'est pas très encourageant. Alors voilà. Et donc ça c'est un point qui est important. Alors ça veut dire quand on dit partiellement, ça veut dire que on a peut-être effectivement investi, on a moins de retours que ce qu'on attendait, ou on n'a pas eu tout le développement des ventes qui était attendu. Bon, donc ça peut être un élément, mais ça peut être aussi carrément un échec. Au niveau des managers, en fait, ils réalisent que, en fait, il y a une complémentarité qu'ils vont pas pouvoir avoir tout seuls. Donc, ils vont très vite comprendre qu'il va falloir qu'ils travaillent en groupe. D'ailleurs, dans les ETI, on a souvent un terreau collaboratif qui est beaucoup parce que des structures plus petites, parce que un lien peut-être plus fort avec un comité de direction, des structures collaboratives qui marchent et qui sont un terreau très très fertile justement pour l'agilité. Donc ils vont comprendre finalement l'intérêt de l'agilité dans leur mode de management, c'est-à-dire comment minimiser le risque, comment démarrer par quelque chose de simple en ayant une vision globale et y avancer progressivement, comment conduire le changement qui est derrière. Donc en fait, ils vont
ils vont réaliser que là où avant on leur expliquait peut-être que grâce aux outils tout allait se faire tout seul et à la limite ça les déresponsabilisait totalement. Là c'est leur responsabilité qui est clairement engagée en tant que manager pour guider, pour accompagner et pour faire cette transformation. Et je crois que c'est ça le point le plus important. On n'y va pas par procuration. Transformer, c'est changer de forme. On doit le faire. On peut se faire aider par des consultants, on peut se faire aider par des solutions logicielles, mais à la fin, c'est bien la transformation de l'ETI qui est là, qui a changé de forme et qui a un nouveau modèle économique, qui est assis sur un nouveau système d'information, qui est l'évolution de ce qu'elle avait, plus des choses nouvelles. Et c'est ça qui va lui permettre de performer. Merci beaucoup, Frédéric Charles, donc du groupe Suez et de l'ESSEC Business School. Et on rappelle pour les professionnels qui veulent en savoir plus, eh bien la tenue de Ready for It 2025 à Monaco du 20 au 22 mai.